Bon, allez, on va démarrer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne pense pas qu'il soit encore temps de vous souhaiter la bonne année, mais toujours est-il, j'espère vivement que 2022 aura bien démarré d'un point de vue personnel que professionnel. Nous allons évoquer le thème très cher des néobanques et donc bienvenue à ce webinaire. Nous allons passer environ 1 heure et demie ensemble et surtout avec nos 5 invités que je salue et que je remercie à nouveau. Donc nous aurons tour à tour Marie de Grandguillot, donc directrice générale déléguée de Nickel, Hugues Mercier, directeur général de Omax, Olivier Binet, directeur général de Finom, Stéphane Valois, directeur général délégué d'Orange Bank, et Jérémy Rosselli, directeur général France et Benelux de N26. Je suis Angelo Cacci, un des associés du cabinet Sirtal, ce cabinet spécialisé dans le domaine des paiements et des services financiers. Outre notre activité majeure, il nous arrive de temps à autre d'organiser des webinaires et de publier des livres blancs sur des sujets qui nous intéressent ou nous passionnent. Et il en est en particulier question lorsqu'on évoque le sujet des néobanques, puisque nous en sommes arrivés à la saison 5, c'est ainsi que nous les avons baptisés en novembre dernier. Et puis de même, publions-nous des opus, cette fois-ci sur le paiement digital, et nous en sommes à la 3e édition, et vous pouvez, si cela vous intéresse, télécharger ces livres blancs librement sur notre site Internet. Nous allons évoquer donc des enjeux, des actualités, des perspectives sur ce marché, qui est un marché global, puisqu'on compterait environ 350 néobanques désormais de par le monde, aux 4 coins de la planète, néobanques qui émanent de parenté ou d'origine différentes, selon qu'il s'agisse de start-up, de fintech, de filiales d'opérateurs télécoms, filiales de retailers, filiales de géants du web, avec des statuts bien sûr différents, selon que l'on soit banque, établissement de paiement, établissement de monnaie électronique, selon que l'on adresse les segments du grand public ou des entreprises ou des professionnels. Et chaque année, nous avons notre lot de naissances de nouveau-nés. Lors de notre dernière publication de novembre dernier, nous avons répertorié un certain nombre de nouveaux venus que l'on peut caser, c'est bien le mot, dans des catégories bien distinctes, selon que l'on adresse le B2C, le B2B, des sous-segments comme les jeunes ados, certaines communautés, certains segments sous-bancarisés, et puis des banques vertes qui arrivent de temps à autre. Et puis certaines régions du monde développent des statuts spécifiques de banque digitale. Ce fut le cas à Hong Kong il y a 2 ans, et l'année dernière, c'est Singapour qui a accordé 5 licences de banque digitale. Bien sûr, à ces naissances font parfois écho quelques sorties de route, quelques déboires, et cela arrive d'ailleurs dans les 2 camps, à la fois les historiques que les néobanques. Pour rappel, Chase aux États-Unis a fermé sa néobanque Fin après 1 an et demi, 2 ans de parcours. NatWest en a fait autant avec Beau, qui a vécu que 6 mois outre-Manche. Mais parfois, il arrive également à ces mêmes banques d'en racheter d'autres. Par exemple, NatWest a racheté l'année dernière Rooster Money, qui est une application dédiée aux ados. 2 banques australiennes également ont racheté 2 néobanques, Up par Bendigo et 86400 par NAB, la 3e banque australienne. Et puis JP Morgan Chase est invité dans le capital de C6 Bank, qui est une banque brésilienne avec 14 millions de clients, en prenant 40% du capital. Et puis en toile de fond, et puis les valorisations restent quand même très importantes. L'argent continue de couler à flot, avec des valorisations qui se comptent en milliards ou en dizaines de milliards parfois. Valorisation parfois couronnée par des introductions en bourse. Ce fut le cas notamment l'année dernière pour Nubank, la néobanque brésilienne, qui compte plus de 40 millions de clients et qui a été valorisée au plus beau jour de son début de cotation à 50 milliards de dollars. Bon, ils n'en valent que, entre guillemets, 37 milliards aujourd'hui. Quant à KakaoBank, ils ne valent aujourd'hui plus que 15 milliards après en avoir valu 25 milliards au plus beau jour de leur début de cotation qui date de fin 2021. Et si l'on fait un focus sur le marché français, on a aujourd'hui une quarantaine d'acteurs qui se rendent coup pour coup selon leur positionnement et leur capacité. Je mets volontiers dans cette catégorie, bien sûr,
les banques en ligne, hein, qui tendent à ressembler de plus en plus à leurs plus jeunes concurrents. Mais en tout cas, ça fait du monde sur un positionnement plus ou moins spécifique ou générique selon les cas. Et puis là aussi, il arrive parfois que certaines entités décident de sortir du marché ou en sont contraintes. ING est en passe, d'après les rumeurs actuelles, d'être racheté par Société Générale. Olvi a décidé d'arrêter son activité sur le marché français. Voltia, une néobanque dédiée au B2C, a arrêté son activité lors de l'été 2021. Donc un marché vivace avec toujours de nouvelles arrivées, parfois des sorties de route et des parcours qui restent très intéressants. C'est ce que nous allons étudier désormais ensemble. Alors, une première question à l'adresse de nos 5 invités. Qu'est-ce qui vous a marqué, épaté ou surpris au titre du marché des néobanques en cette année 2021? Et je laisse volontiers la parole à Marie pour démarrer. C'est toujours difficile de démarrer, surtout que toi, tu as bien préparé ton introduction. Bonjour à tous. Au titre de l'année 21, et pour pas juste nous regarder le nombril, parce qu'il y a plein de choses qui m'a épaté chez nous, effectivement. En termes de marché, donc, je pense que c'est la vitalité, la dynamique de marché, c'est-à-dire que, comme tu viens de le présenter, c'est un marché où il y a énormément de nouveaux acteurs qui se lancent, il y en a aussi quelques-uns qui disparaissent, il y a des acteurs qui sont très bien financés, où on a pu voir les valorisations, et donc ça veut dire la confiance que peuvent avoir les investisseurs dans certains acteurs. Donc on sent que c'est un marché très dynamique, drivé par la croissance qui est vraiment loin de se ralentir chez nous tous, et très innovant aussi. Donc c'est quand même une année, je retiendrai quand même particulièrement les valorisations de Revolut, d'N26, mais Jérémy en parlera sûrement, comme des éléments qui vont venir rassurer, je pense, ou confirmer le fait que les tendances auxquelles on participe sont des tendances de long terme qui sont là pour durer et qui vont transformer assez fondamentalement la relation qu'on peut avoir avec sa banque ou autour du paiement. Merci. Messieurs? Peut-être en rebond, moi je retiens en fait quelque chose un peu de controversé, c'est-à-dire qu'effectivement il y a d'un côté foison de nouveaux acteurs largement financés et puis de l'autre des acteurs presque historiques qui se retirent. Je pense que le retrait d'ING, c'est quand même quelque chose de très marquant. Et à ce titre, moi, je pense franchement que c'est moi ce qui me marque le plus, c'est ça. Comment est-ce que finalement, quel est le modèle économique de tout ça à terme, puisque des acteurs qui sont aujourd'hui, qui font foison, comme tu disais Marie, sur le marché, mais qui sont quand même essentiellement financés et qui n'arrivent pas à trouver de point de rentabilité parce qu'ils en sont qu'au début, et d'autres qui ont essayé pendant des années et qui finalement s'en retirent. Je pense que c'est ça, à mon avis, ce qui, moi, m'interroge le plus, en tout cas. D'autres commentaires sur cette question générique, Olivier, Jérémy ou Hugues? Ouais, allez, on va commencer par parler de valorisation. Je pense que N26, on a eu une année assez intéressante de ce point de vue-là, et je pense que oui, on peut voir quand même que les valorisations continuent de grimper. C'est un fait. Après, je pense qu'il faut quand même distinguer certains acteurs. Et nous, on en fait partie typiquement où on a quand même un modèle où typiquement en France, on est rentable. Donc, il faut quand même un petit peu distinguer ces choses-là. Et je pense qu'aussi les investisseurs s'y trompent pas. Hein. On est quand même sur des sujets où c'est des marchés qui sont gigantesques. Et donc là-dessus, après... les valeurs sont ce qu'elles sont, mais il y a quand même une réalité, c'est que d'un côté, il y a quand même des vrais acteurs comme nous, on est des banques avec notre propre licence et on est capable d'être rentable. Donc ça, je pense que c'est vraiment le premier point clé. Le deuxième, qui moi m'a un petit peu surpris, honnêtement, c'est de voir encore de nouveaux acteurs se lancer. Parce que ce qu'on voit aussi, alors Olivier, je ne te mets pas dans cette catégorie-là, mais... j'en vois encore aujourd'hui, sinon parce que c'est un segment particulier, il n'y a encore pas beaucoup de monde, mais quand on regarde un petit peu le B2C ou vraiment des sous-segments,
je trouve ça assez surprenant de voir encore des acteurs se lancer aujourd'hui. Alors forcément, la barrière à l'entrée est beaucoup plus faible, hein, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, vous avez beaucoup d'outils off-the-shelf pour être capable de vous lancer. Je pense qu'il y a des très bons partenaires comme Mastercard, comme Trésor et autres, parce que je sais qu'ils sont aussi en train de nous écouter. Où, bah, justement, maintenant, c'est très facile pour des nouveaux entrants de rentrer. Après, est-ce que le marché est là? La réalité, c'est que sur pas mal de segments, on parle si on va parler, j'imagine plus tard, de rentabilité, mais il y a quand même une taille critique où on parle de plusieurs millions de clients. Donc, je pense que ça, c'est quand même un sujet où je ne suis pas sûr que le modèle économique indépendant marche. Mais c'est pour ça qu'à mon avis, on va avoir une petite vague de M&A dans les prochains mois et les prochaines années. Ce qui m'amène d'ailleurs à mon troisième point, parce qu'on a parlé de ce qui se passait, mais on ne devrait peut-être pas aussi parler de ce qui ne se passe pas. Et aujourd'hui, on ne voit pas les acteurs traditionnels français vraiment pousser sur ce marché-là. Il y a Société Générale avec Boursorama, BNP dans une moindre mesure avec Nickel, mais la réalité c'est qu'on ne voit pas les acteurs traditionnels, on ne voit pas BPCE, on ne voit pas tous ces gens-là vraiment pousser sur ces marchés-là. Il y a un marché qui est énorme et on voit un espèce de statu quo des acteurs traditionnels, et j'imagine qu'il y en a plein qui nous écoutent, mais il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a un moment où ça ne sera pas simplement les acteurs traditionnels qui vont rester et tous les néo-acteurs qui vont mourir les uns après les autres. Il se pourrait qu'à la fin, il y ait plutôt un mix 50-50. Et donc, je reste français. Et je pousse aussi à ce que les acteurs traditionnels français, hein, mes concurrents, mais je pense que ça profitera aux clients, avancent aussi sur ces sujets-là. Parce que de toute façon, le train, il est parti maintenant. Et il ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas simplement un phénomène comme j'ai pu entendre au début quand N26 s'est lancé en France il y a 35 ans. Donc, ça aussi, c'est important d'en parler. Je laisse volontiers, Hugues, rebondir peut-être sur ton dernier propos, puisque… Oui, sur les acteurs traditionnels, en tant que filiale du Crédit Mutuel Arkea, propriétaire de Fortuneo, on va avoir un avis un petit peu différent. Puisque nous, on est probablement la seule fintech française qui a été incubée dans un groupe bancaire traditionnel pour tester les nouveaux usages. Donc, on a un avis un petit peu différent et on aborde le sujet, alors certes avec beaucoup d'humilité, mais en tout cas, on pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Donc il y a des plus petits, il y a des banques territoriales qui ont une place à jouer là-dedans et qui d'ailleurs voient passer à peu près 10% de la monétique nationale, donc je pense qu'on n'est pas si petit que ça. Non, moi ce qui m'a marqué sur l'année, c'est je trouve le début de segmentation du marché. Certes, je te rejoins, Jérémy, il y a un besoin de taille critique et un besoin de masse, ça c'est très clair. Et à côté, on voit d'innombrables marchés de niche se développer avec des modèles spécifiques. On n'est pas très très loin de la banque affinitaire. Et ça, je trouve ça assez symptomatique. Alors, est-ce que ça va être des généralistes qui vont développer des marques ultra segmentées pour adresser différents marchés et différents canaux, ou au contraire des tout petits acteurs qui vont s'appuyer vers des banques as a service qui vont pouvoir adresser des marchés de niche et être micro-rentables sur des sous-segments? Ça, je ne sais pas ce qui se passera, mais vraiment, si on regarde le slide que tu présentais sur la segmentation du marché entre les acteurs, il y a quand même beaucoup plus d'entrants que de morts, et à la fin, le marché n'est pas infini. Donc, est-ce que chacun aura sa banque affinitaire en fonction de ses choix politiques, idéologiques, régionaux, locaux de consommation? Je ne sais pas. Mais moi, c'est plutôt ce qui m'a marqué sur l'année. Olivier, un commentaire additionnel? Ouais, moi je rejoins plus la vision de Jérémy, et je pense que ça explique aussi les valorisations, hein. On voit ce qui se passe dans certaines géographies. Tu as mentionné le Brésil, l'Angleterre, les États-Unis. On voit que l'Europe continentale est quand même assez à la traîne et qu'il y a encore beaucoup de place, d'où les valorisations incroyables des acteurs qui ont déjà pris de l'avance, et l'argent qui va aussi vers des nouveaux entrants, parce qu'il y a encore beaucoup de place. Le marché est gigantesque. Et c'est assez surprenant de voir que même maintenant, je suis assez d'accord, les banques traditionnelles, par rapport à la taille du marché qui existe, poussent un peu, éventuellement localement, mais c'est un peu tout, quoi. Bien, enfin, je ne veux pas me faire l'apôtre des banques traditionnelles, mais je pense qu'elles sont quand même à la manœuvre dans différents pays, et en particulier en France, notamment par des acquisitions. On évoquait Shine, on évoquait Nickel, mais aussi par des lancements ex nihilo, puisque la Banque Postale a lancé Ma French Bank, Arkea a lancé déjà il y a 6 ans
au Max, Crédit Agricole a lancé Blink, donc il faut laisser peut-être le temps au temps, mais on aura sans doute d'autres saisons à venir pour faire le bilan le moment venu. Après cette première question, on va dire collégiale, donc si l'on devait tour à tour faire un deep dive, entre guillemets, sur votre raison d'être, votre ADN, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes sur le marché depuis quelques années? Et je laisse volontiers de nouveau la parole à Marie, puisque je pense que Nickel est sans doute le plus ancien, entre guillemets, de la bande, création en 2012, il y a 10 ans. Oui, je crois on a eu l'agrément en 2014, la réalité. Donc, on a vraiment eu des clients à partir de 2014. 2 ans pour avoir l'agrément, c'est pour illustrer la ténacité des fondateurs. Qu'est-ce qui fait de nous un acteur unique? Pour nous, c'est assez simple. Je pense qu'il y a 2 éléments structurants. C'est qu'on est à la fois très tech et on a un réseau de distribution physique. Donc, on est distribué par des commerçants indépendants. Aujourd'hui, on a plus de 6300 buralistes en France, loteries en Espagne, libraires presse en Belgique, commerçants au Portugal. Donc, ça fait nous le 2e réseau de distribution en couverture du territoire de compte courant si tu le compares à des réseaux bancaires. Alors, bien sûr, on n'a pas la gestion des coûts, on n'a pas l'infrastructure, mais ça montre la capillarité en fait de notre action et ça explique beaucoup le succès de Nickel. En termes de proposition de valeur, puisqu'on a une 2e point très différenciant, c'est notre stratégie très mass market. On a vraiment l'envie de devenir le compte principal de la très grande majorité des Français et on peut réinventer une relation de proximité complètement différente parce que justement on est chez des commerçants qui ressemblent pas forcément à des banquiers, qui sont moins intimidants et qui sont partout et puisqu'on a une proposition de valeur très inclusive. Tout le monde paye le même prix. Notre service est simple, très focalisé sur le paiement. On cherche pas à avoir des lignes de revenus additionnelles en se détournant de ce cœur de métier qu'est le compte courant. Et donc, on a une croissance très focalisée. Donc, nos clients nous comprennent très bien ce qu'on est en train de faire et la stratégie de développement de l'entreprise. Et puis, le 3e point qui intéresse moins nos clients, mais qui nous intéresse, nous, pour la pérennité de l'entreprise, c'est qu'effectivement, on est rentable globalement. Depuis 2018 et notre rentabilité s'améliore, ce qui fait qu'on regarde l'avenir avec beaucoup de sérénité. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui peuvent qui ont ce genre de résultats. On est assez peu. Je crois qu'il y avait sur une analyse mondiale sur les 250 plus grandes néobanques dans le monde, il y en avait 15 qui étaient rentables. Donc on fait partie de cela et ce que ça crée, c'est que ça crée beaucoup de sérénité face à la croissance et l'ambition qu'on veut donner à l'entreprise, puisqu'on sait que le modèle est gagnant pour tout le monde, pour les clients qui payent bien moins cher leurs concurrents, pour nos partenaires buralistes commerçants qui sont en fait ancrés dans les territoires et diversifient leurs revenus, et pour nous, acteurs du paiement. C'est vrai que Nickel est presque un ovni dans ce marché, mais en tout cas réussite remarquable. Et d'ailleurs, donc, naissance effectivement en 2012, agrément en 2014, 5 ans on va dire en tant que start-up, 5 ans dans le giron du groupe BNP Paribas. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ça change, c'est-à-dire que dans les entreprises, dans tous ceux qui sont là, c'est-à-dire que dans toutes les entreprises qui se développent si fortement, tout change tout le temps. C'est-à-dire que les enjeux sont différents tous les 6 mois et donc forcément, les équipes à l'intérieur, les équipes de direction, les équipes opérationnelles doivent être à la hauteur et capables de se réinventer assez régulièrement. Donc bien sûr que le rachat a changé des choses, mais en fait, pour nous, il a juste accompagné en fait la structuration de l'entreprise et l'histoire du rachat par BNP Paribas est assez exemplaire dans comment je peux racheter une entreprise avec un potentiel incroyable sans la tuer par mes processus, mes lourdeurs et mes complexités quand je suis une banque, peut-être la première banque européenne en tout cas. Et donc, on a vraiment enjoui de ce bel équilibre, c'est-à-dire on bénéficie, on peut leverager énormément sur les assets du groupe sans pour autant nuire à notre indépendance, à la clarté de notre stratégie. On est sur un socle IT indépendant. Voilà. Après, on apprend très vite, notamment sur des sujets réglementaires, sur des sujets de compliance, sur des sujets de sécurité informatique, sur lesquels le groupe peut nous apporter beaucoup. Et il nous apporte aussi beaucoup sur notre stratégie internationale, puisqu'ils sont implantés dans plein de pays en Europe. Donc, quand tu arrives et que tu connais déjà les régulateurs, ça va déjà beaucoup plus vite pour les rassurer et leur montrer qu'on va bien faire les choses et on sera à la hauteur des réglementations dans les pays. Le meilleur des 2 mondes. D'ailleurs, BNP a publié, je crois, le meilleur exercice fiscal de son histoire bicentenaire, puisque les racines de BNP Paribas remontent à 1822. Ça fait quand même deux anniversaires coup sur coup.
Jérémy, la genèse d'N26, c'est quoi l'ADN? C'est quoi la raison d'être? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait vibrer depuis maintenant 7-8 ans? La fougue de notre ADN berlinois où on sort beaucoup et il y a de la bière dans les frigos. Non, on a un vrai ADN de boîte tech. Je pense que ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, on est structuré comme une boîte tech qui fait de la banque. Alors, bien entendu, on a tous les schémas, tous les systèmes, tous les process qui vont bien avec la banque, mais on a vraiment cette mentalité de boîte tech qui est là pour digitaliser et surtout pour scaler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, notre ambition et le chiffre qu'on a fixé il y a déjà plusieurs années, c'est d'atteindre la barre des 100 millions de clients dans le monde. Aujourd'hui, le dernier chiffre qu'on a communiqué était de 7, mais on est un peu plus haut et ça continue à croître extrêmement rapidement. Donc, il y a vraiment d'abord un effet d'échelle. 2, et ça aussi, c'est lié notamment même avec la réglementation d'un côté, parce que maintenant en Europe, on est capable, grâce au passporting, d'être présent dans tous les pays d'Europe. Donc ça, c'est une vraie porte d'entrée et on est le vrai premier acteur à être capable de leverager ça, d'être capable d'être présent dans la quasi-totalité des pays en Europe et de localiser quand c'est nécessaire. D'ailleurs, ça, c'est un sujet de fond aussi, où même avec des réglementations européennes, ça demande pas mal de localisation dans l'application. La deuxième, c'est mécaniquement, avec la tech, être capable de le faire. Je pense que ça, c'est important, où on est capable d'automatiser beaucoup de choses. Les clients, mais aussi bien vous que moi, objectivement, si on peut s'éviter de se lever un samedi matin pour aller voir un banquier, on le fait. Donc, je pense que tout le monde est content de pouvoir avoir un bouton pour bloquer sa carte ou changer son code PIN. Ça, c'est des choses simples et des exemples concrets, mais il y a beaucoup de process qu'on est capable d'automatiser. Et ça, c'est la raison d'être, et là même la raison d'être en termes de rentabilité dans ce qu'on fait. Et après, le troisième point, et là-dessus, on s'en est jamais caché, c'est typiquement un point différenciant qu'on peut avoir avec Nickel, où nous, notre porte d'entrée, mécaniquement, c'est les comptes courants. Aujourd'hui, on est la banque du quotidien en France de 2,5 millions de clients. Mais le but, c'est de continuer à développer notre offre. En Allemagne, on a déjà du crédit, du découvert, de l'épargne, de l'investissement. On a annoncé pas mal de choses pour les prochains mois, voire même les prochaines semaines. Donc là-dessus, c'est vraiment l'idée, c'est aussi de développer notre offre parce que une fois que vous avez les clients, je pense que ça, c'est le métier de banquier. À partir du moment où vous avez les clients, vous êtes capable de pouvoir lui proposer des meilleurs services, d'autres services en tout cas. Mais l'objectif, c'est bien entendu d'être pertinent dans les services que vous leur proposez, parce qu'aujourd'hui, et ça c'est la différence avec le monde d'avant, c'est qu'un client, il peut changer de banque, il peut aller voir ailleurs si vous ne lui proposez pas le meilleur service, alors que dans le monde traditionnel, un client, il reste à peu près toute sa vie et il va prendre son crédit immobilier là et tous ses crédits et tous ses produits. Donc c'est là où il y a un vrai changement. Et on est vraiment à ce point d'inflexion. Et N26, typiquement, on est vraiment là pour en profiter à la fois en France, mais leverager ça sur un maximum de pays. Donc aujourd'hui, vous êtes présent dans combien de pays? 25 de mémoire. Il y a le Brésil en ce moment qui en teste, en tout cas, on commence à onboarder les premières centaines de clients, donc ça marche plutôt bien. Et après, il y a encore pas mal de projets pour cette année. Donc, on est assez occupé. Stéphane, tu es le seul représentant filial d'un opérateur télécom. D'ailleurs, les filiales bancaires d'opérateurs télécoms ne sont pas si nombreuses que cela. Là aussi, si tu pouvais nous relater le pourquoi de cette aventure et ce qui fait vibrer Orange Bank aujourd'hui. Orange Bank, on a d'ailleurs lancé une nouvelle signature cette année qui est tellement simple, tellement mobile. Et ça résume vraiment notre raison d'être. C'est cette simplicité, cette accessibilité et ce côté mobile dans tous les sens du terme, que ce soit le device ou la mobilité. Aujourd'hui, Orange Bank, c'est donc cette idée d'aller démocratiser cette banque digitale, cette banque mobile. Dans ce sens, on rejoint un peu les propos de Marie, puisque finalement, vous savez, Orange Bank s'est distribué dans tous les points de vente Orange, ou dans la plupart en tout cas. Et ainsi, en fait, on a une clientèle qui est pas juste le microcosme tech parisien ou autre. On a vraiment une clientèle qui est tout à fait représentative de la France. Et puis, on a cette volonté de pouvoir apporter cette accessibilité également au plus grand nombre.
avec une offre famille qu'on a lancée maintenant il y a 1 an, qu'on a un petit peu fait évoluer encore cette année pour la rendre encore plus large, avec la possibilité donc de pouvoir enrôler les enfants dès l'âge de 10 ans, et du coup de rendre voilà, cette banque mobile accessible à tous. Ça, c'est le premier point. Les autres points, c'est qu'on est quand même une banque telco, et à ce titre, on est en adhérence forte avec notre telco. On est gros financeur des terminaux mobiles, hein, puisque en gros, on finance à peu près 500 millions d'euros chaque année sur les terminaux mobiles, que ce soit en France ou en Espagne. On est également présent sur l'assurance mobile auprès du telco. Et donc, c'est cette avancée sur à la fois d'être dans la simplicité, l'accessibilité, et puis être la banque du telco, aux côtés du telco, pour pouvoir finalement faciliter le quotidien, mais également le telco de nos clients. Il y a 1 an, vous annonciez le rachat d'Anytime, donc une néobanque pour les pros et les petites entreprises. Après 1 an de vie commune, qu'en pensez-vous? Eh bien, effectivement, donc toujours dans cette recherche d'accessibilité, on a voulu étendre nos cibles et donc le positionnement sur les pros et TPE-PME. On l'a fait par rachat d'Anytime pour gagner en temps. L'année 2021 était une année dans laquelle on a fait une évolution de la marque Anytime pour l'adosser à la marque Orange Bank et ainsi lui donner plus de poids. Et puis, l'année 2022, ça a été une année de début de commercialisation dans le réseau Orange, dans les agences notamment Pro et PME d'Orange. La marque Orange et la marque Orange Bank apportent beaucoup de confiance dans la marque Anytime. Il y a eu une accélération de la conquête, puisque je crois que Anytime a fait plus 60% sur sa conquête en 2021. Donc, l'idée, c'est de toujours accélérer en s'appuyant sur les acquis d'Orange Bank et de la marque Orange. En restant sur le B2B, Olivier, tu es le seul représentant qui ne cible que cette clientèle. C'est ton pain quotidien. Tu es, entre guillemets, le dernier arrivé de la bande, ou parmi les derniers. Alors, raconte-nous pourquoi Finom s'est lancé dans cette bataille. Ah, écoute, d'abord, c'est du pain blanc, hein, donc c'est bien. Non, plus sérieusement, tu sais, ce que je disais tout à l'heure, quand tu regardes l'Europe continentale, les BI sont très mal servis. La pénétration des néobanques dans cette population est très faible en Europe continentale, surtout quand tu compares à d'autres géographies, mentionné tout à l'heure, États-Unis, Angleterre, Russie ou Pologne, un peu le Graal. Donc, il y a beaucoup à faire. Il y a un marché qui est énorme. Il y a quelques acteurs locaux, et particulièrement en France, qui sont très forts. Mais sur l'ensemble du continent, ça reste très petit. C'est un marché qui est encore beaucoup chez les banques. Ça, c'est une chose. C'est un marché qui est, évidemment, c'est ce qui apprend, c'est très tech, hein, c'est une vision très tech des choses, exactement comme disait Jérémy, mais en étant très tech, mais derrière, en temps sérieux, tu vois, nous, on s'est lancé il y a 1 an et demi à peu près, on a notre licence aussi, des méthodes électroniques, et on fait tout ce qu'il faut derrière pour pour travailler comme un acteur bancaire. Hein. Mais l'ADN à la base, il est d'une part très tech, parce que le fait d'être mobile, etc., bon, ça fait 10 ans que les boîtes disent mobile first, etc., donc l'ADN, si tu veux, la simplicité, la mobilité, etc., aujourd'hui, c'est une commodité, on va pas se le cacher, donc il faut d'autres choses. Donc d'une part, d'abord, c'est suffisant au départ parce qu'il y a un rattrapage à faire dans l'Europe continentale, mais il faut trouver d'autres choses. Donc, il y a un phénomène aussi qui se greffe à ça et qui est plutôt bon pour nous. C'est ce qui s'est passé depuis 2 ans avec le Covid, hein, avec la pandémie. Beaucoup de gens ont remis en question la façon d'y travailler, pour qui ils travaillent, etc. Et on voit en France, l'année dernière, il n'y a jamais autant de boîtes qui se sont créées. Alors, principalement des auto-entrepreneurs, mais malgré tout. Et on voit que le fait de se lancer, c'est un phénomène de société qui n'est pas juste en France, hein, mais qui est continental. Donc, non seulement c'est un marché qui est très peu servi, mais en plus, il y a une accélération vers le côté indépendant. Donc, il faut servir ces gens et il faut les servir
d'une autre façon parce qu'ils ont des exigences qui ont changé depuis l'apparition de l'iPhone, on va le dire. L'exigence en termes de simplicité a complètement changé. D'abord chez les consommateurs et maintenant chez les pros, puisque ce sont les mêmes. Ils ont des exigences de simplicité qui sont une tolérance à la médiocrité et à la friction qui est juste très très faible aujourd'hui. Donc il y a un gros avantage à être un acteur tech qui d'une part est né avec ce niveau d'exigence et qui d'autre part a la notion de flexibilité et de rapidité. Je crois que la notion de rythme est importante, surtout, et pareil ce que disait Jérémy, ce sont des business de grand volume, donc il faut être présent dans de nombreux pays. C'est depuis 1 an et demi, on est déjà dans 7 pays, et on a l'ambition d'être pan-européen, d'être partout en Europe d'ici 2-3 ans. Et il faut aller très très vite, aussi bien géographiquement que très très vite en termes de fonctionnalité, d'ergonomie, etc. Et ça, ce niveau de rythme, il est culturel, il est dans notre ADN, mais il est souvent dans l'ADN des boîtes tech. Et c'est aussi ça, je pense, ça veut dire d'avoir ce prisme tech. C'est pas juste d'avoir des geeks à lunettes, c'est pour ça que j'ai mis mes lunettes, qui bossent sur les sujets. Et bon, par-dessus ça, on a pris un prisme par-dessus qui est de dire, on pas juste aider à faire les choses simplement, c'est faire des choses qui ont du sens. C'est juste pour garder l'argent des gens et le faire travailler, c'est aussi le faire rentrer. Donc l'entrepreneur qui se lance et qui sait pas, qui n'a pas ces notions de business parce qu'il n'a pas grandi là-dedans ou il n'a pas fait avant, comment est-ce qu'on l'accompagne pour qu'il ait plus de réussite? Comment est-ce qu'on intègre dans l'outil des bonnes pratiques business et pas juste la simplicité d'utilisation, voilà, pour qu'il soit payé plus vite, par exemple. Hugues, donc je crois que la raison sociale de Omax, c'est Nouvelle Vague, c'est ça? Exactement. Bon, alors fais-nous rêver avec cette nouvelle vague qui déferle. Déjà, le fait d'avoir été créé en interne fait qu'on a une mission, nous, en plus de celle de servir nos clients, de leur simplifier la vie, de leur apporter du pouvoir d'achat, c'est de défricher des nouveaux terrains et des nouveaux usages pour un acteur traditionnel du retail qui a et du brick and mortar avec les réseaux Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest et du pur banque en ligne comme Fortunéo depuis une douzaine d'années. Donc on a vraiment ce rôle en plus et c'est à ce titre que ça s'appelait Nouvelle Vague. Et c'est cette mission qu'on a, en fait, elle est née du constat assez simple il y a 4 ou 5 ans que beaucoup de choses allaient se passer avec le développement de l'open banking, qui était un mot un peu, un terrain incognita il y a 4 ans, 4-5 ans, et de l'usage de la data pour servir nos clients. Et donc, on a vraiment pour mission d'aller chercher des usages, d'aller chercher de la monétisation, du service et de la satisfaction au travers de ce meilleur des mondes de l'open banking, puisque au Crédit Mutuel Arca, on est producteur de tous nos services, mais on a la liberté chez nous, chez Omax, d'aller chercher ce qui nous paraît être le meilleur usage pour le client en interne ou en externe. Et ça, c'est une vraie force. Et ça nous permet, par exemple, de proposer des services sur de l'épargne patrimoniale où on va travailler avec différents acteurs sur de l'onboarding en ligne et sur de l'assurance vie très qualitative. Et à côté, d'aller proposer de l'investissement patrimonial en immobilier au travers de nos filiales d'Arkea. Et l'année dernière, on a vendu à certains de nos clients des appartements dans des logiques d'optimisation fiscale et de défiscalisation. Donc, on est vraiment capable d'aller chercher de la donnée et de proposer un service cohérent par rapport aux besoins de ce client. Alors, j'aimerais bien qu'on vende de l'immobilier à tous nos clients. Maintenant, ça reste une minorité. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler ces données dans un écosystème ouvert pour créer de la valeur pour le client. Et c'est ça qu'on va aller chercher au quotidien et qu'on va essayer de travailler pour nous-mêmes et en faire bénéficier les autres entités du groupe à terme. Et comment cohabite Omax avec Fortunéo, la banque en ligne historique d'Arkea? Alors, très bien. On n'a pas le même... on n'a pas tout à fait le même positionnement. On est rattaché dans les mêmes entités. Donc, déjà, il y a une forte proximité hiérarchique, mais une grande autonomie, une grande liberté. Et nous, on va aller tester des usages
ou faire des développements informatiques qui vont leur bénéficier. Je sais pas, la gestion de la carte ou l'absence de frais de retrait ou de change sur les transactions transfrontalières a d'abord été testé chez nous et ensuite est arrivé chez Fortuneo et qui en a fait un standard de marché et qui a été repris après par d'autres acteurs. Donc ça, on est vraiment une sorte de... Alors, j'aime pas le terme de laboratoire parce qu'en France, il a une connotation R&D, hors sol, coupé du monde. Mais on est vraiment une société qui a pour mission de tester des nouveaux usages pour le compte d'autres entités du groupe. Et à ce titre, on va leur apporter un éclairage. On est en train de lancer en ce moment, on est en Friends and Family et l'ouverture a lieu dans 3 semaines, une offre responsable avec la restitution du bilan carbone des transactions, des notions de give back, de l'assurance vie responsable. Ça sort dans 2 semaines. Si l'essai est concluant, s'il y a une appétence client, s'il y a des choses à modifier ou à garder, on en fera bénéficier les autres entités du groupe. Et c'est à ce titre, on a vraiment un rôle de poisson pilote dans un acteur plus traditionnel. Très bien, merci. En termes de chiffres, qu'est-ce que vous pouvez nous donner pour justement illustrer votre parcours, votre réussite et comment vous satisfaisez vos clients? Alors, donc nouvelle vague, hein, la société a été créée en 2017 avec une ouverture du service en 2018. Il y a eu plus de 100 000 clients en 18 mois. Et aujourd'hui, on est proche de 200 000 clients conquis. Et donc, on est dans une logique de croissance forte et en permanence en train de, comme tout le monde, hein, je pense comme tout le monde autour de la table, d'essayer de trouver le service qui trouvera son public et qui va apporter de la valeur aux clients. De la satisfaction chez nos clients, parce qu'il faut déjà commencer par bien faire les clients bien les satisfaire, les clients qu'on a conquis, tout en rajoutant des services pour s'étoffer en permanence. Donc voilà, c'est un peu la diagonale du fou, ce qui, je pense, en tout cas, nous préoccupe tous, et bien évidemment dans une logique de time to market, puisqu'il faut que ça sorte pour hier, sinon c'est pas drôle. Marie, quelques chiffres clés de Nickel pour illustrer votre parcours jusqu'alors? Oui, dans les chiffres clés, c'est qu'on a 2,4 millions de clients en France. On a 6300 points de vente, je disais, donc on est le 2e réseau de distribution de compte courant en France. On a 800 points de vente déjà en Espagne après 1 an seulement d'activité. Donc on a une très forte dynamique là aussi. Et puis la particularité, c'est que 60% de nos clients nous utilisent au quotidien comme un compte principal. Et d'ailleurs, ça contribue à expliquer qu'on est rentable, c'est-à-dire que c'est pas seulement que notre offre est payante et coûte 20 €, c'est aussi que nos clients nous utilisent vraiment et on est vraiment un partenaire de leur quotidien. Donc tous ces chiffres témoignent de l'accélération en fait de notre croissance. On est vraiment toujours dans une logique d'acquérir plus de clients que l'année précédente et on atteint là, voilà, en ce moment on est sur des largement plus que 45 000 clients tous les mois, donc sur des niveaux qui sont très forts. Et qui s'explique par une dynamique de marché globalement. Je pense qu'on l'a partagé. Il y a plus en plus d'offres. Les offres sont intéressantes. Donc, les personnes sont plus enclins à changer, en tout cas, de banque pour un service de meilleure qualité. Et aussi parce qu'on le veut, c'est-à-dire qu'on a des équipes hyper focalisées, très, très motivées pour justement aller chercher des leviers de croissance sur lesquels on n'était pas encore. Donc, que ce soit en médias, que ce soit en digital, que ce soit via nos partenaires Buralis, qui sont un élément hyper structurant du bouche à oreille autour de l'offre et qui fait qu'on a un coût d'acquisition très, très bas par rapport au reste du marché. Ou en lançant des projets, par exemple, on a lancé notre activité à Mayotte. Mayotte, c'était le dernier département d'outre-mer où on n'était pas et où les banques traditionnelles sont très peu présentes. Donc, voilà, il y a énormément de choses qui expliquent cette croissance assez vertigineuse. Et qui va continuer de s'accélérer dans les prochaines années. Jérémy, quelques chiffres que tu peux nous donner? Je peux vous donner d'abord 2,5 millions de clients en France. Je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est, comme le disait Marie, c'est qu'il y a un vrai phénomène d'accélération. 5 ans plus tard, on onboard à peu près 7 fois plus de clients par jour qu'on ne le faisait à l'époque. Donc,
faut aussi avoir les mécaniques qui vont derrière. Pour ça, on s'est même retrouvé avec des difficultés d'approvisionnement de cartes à l'époque. Donc, c'est des choses qui ont vraiment évolué. Deuxième chose qui doit probablement intéresser beaucoup des personnes qui nous écoutent, c'est qu'on a plus de la moitié de nos clients qui souscrivent à des offres payantes. Parce qu'on parle beaucoup de freemium et il y a beaucoup de réticence et personne ne nous croit. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'N26 est rentable et c'est notamment lié au fait qu'il y a plus de la moitié des clients qui soient payants. On est capable d'être payant aussi, de gagner de l'argent avec les clients qui ne souscrivent pas à ces offres-là parce qu'on est entièrement digital et qu'on a notre propre plateforme. Mais c'est quand même un vrai élément différenciant. Et puis, peut-être aussi pour donner un petit peu pour parler un peu de démographie, aujourd'hui, nos clients, c'est pas nécessairement des millennials, puisqu'on a 40% de nos clients qui ont plus de 35 ans. Donc, on s'adresse vraiment beaucoup plus à l'ensemble de nos clients. On a des clients dans 14 000 villes en France. Donc, même sans point de vente, on est capable d'avoir pas mal de toucher quand même beaucoup de villes en France. Et aussi, aujourd'hui, nos clients, c'est plus de 1 000 € de volume de transactions par mois en moyenne. Donc, c'est des transactions qu'on fait tous au quotidien. Donc, c'est nos courses, du shopping, du transport. Alors, le transport a complètement disparu en 2020 pour des raisons qu'on connaît tous, mais c'est en train de revenir. Mais on a vraiment des volumes de transactions qui sont les nôtres. Moi, je me reconnais dans le panier moyen. Alors, je suis peut-être pas représentatif, mais quand on regarde un petit peu, c'est quand même un petit peu... C'est vraiment ce que tout le monde utilise au quotidien pour ses moyens de paiement. Qu'est-ce que je peux vous donner comme chiffre? Non, et puis je vous donne pas de chiffres, mais N26 est rentable en France, donc ça fonctionne plutôt bien. Alors, pardonne-moi de te taquiner, mais la rentabilité, si elle est relative, effectivement, et potentielle ou même avérée sur le marché français, elle ne l'est pas au niveau global, puisque, enfin, en tout cas, si l'on en croit les chiffres publiés par N26 en 2020, puisque là, je prends mes anti-sèches, donc il y a eu 150 millions d'euros de pertes contre 217 millions l'année précédente, donc une amélioration, mais toujours dans le rouge, et un chiffre d'affaires, lui, qui a cru de 22% entre 2019 et 2020 pour arriver à 112 millions d'euros, dont 45% pour l'activité abonnement. Donc, ça prouve effectivement que la partie payante monte en puissance. Et puis 50 milliards d'euros de transactions en 2020, plus 57%. Donc des chiffres qui sont bons, mais qui montrent que l'activité est loin d'être rentable globalement. C'est toute la différence entre l'investissement et c'est là où, mécaniquement, si j'étais une banque traditionnelle, oui, je te dirais, je ne suis pas rentable et il y a une vraie problématique. La réalité aujourd'hui, c'est que N26 c'est une boîte de tech et qui investit. Donc, ces coûts-là, nous, on les met comme des investissements. Donc, mécaniquement, le PNL est négatif. Mais aujourd'hui, quand on regarde les plus gros marchés, on est capable d'être rentable. Donc, c'est là où ce qu'il faut regarder, c'est vraiment la courbe de progression. Quand on regarde en France, en Allemagne, c'est même des choses sur lesquelles on ne communique pas, mais on est rentable. Donc, on voit systématiquement le même chemin sur tous les pays où forcément, il y a un coût d'entrée qui est un véritable investissement parce qu'il y a des équipes, parce qu'il y a du développement, parce qu'on est obligé de recruter des personnes. Mais assez rapidement, on est capable d'être rentable et on est capable d'être rentable même post-coût d'acquisition tous les ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir des PNL locaux qui sont rentables en intégrant l'ensemble des coûts, l'ensemble du service client et tous les coûts opérationnels qui sont liés. Donc là, aujourd'hui, vraiment, il faut vraiment distinguer d'un côté les investissements parce qu'on recrute, on commence à avoir beaucoup de bureaux, on a beaucoup de produits qui vont d'ailleurs être lancés dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais après, aujourd'hui, maintenant, on sait qu'on est rentable. Donc, c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on arrive à des valorisations comme ça. C'est qu'on est capable de démontrer que nos revenus augmentent. Et ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, c'est que les revenus qu'on a et qui augmentent, ils viennent systématiquement en incrémental. Donc, aujourd'hui, les revenus qu'on est capable de générer l'année dernière, c'est des revenus qui deviennent récurrents. Donc, les nouveaux clients apportent des nouveaux revenus. Et ça, c'est quand même assez clé et assez différenciant à la fois dans la tech et aussi même, je pense, dans le monde des néobanques. Stéphane, quelques chiffres complémentaires pour illustrer l'épopée d'Orange Bank? Alors, quelques chiffres. Alors, Orange Bank, aujourd'hui, c'est 1,7 million de clients. C'est 20% de plus que l'année dernière. Ça couvre la France et l'Espagne. Nous, on a fait également un virage fort sur des produits à valeur. On a
90% de nos entrées en relation qui sont sur des produits payants. On a plus que doublé la production de comptes premium en 2021 par rapport à 2020. Orange Bank, c'est une vraie banque, c'est 1,2 milliard d'euros de production de crédit par an. Donc, c'est 500 millions, comme je disais, sur le financement de terminaux mobiles. C'est plus de 400 millions d'euros de production de crédit à la consommation, auto, travaux. Et puis, c'est également plus de 200 millions d'euros de crédit IMO. Voilà, quelques chiffres d'activité. Sinon, Orange Bank, c'est aussi une progression continue de l'UX et l'expérience client, et avec des NPS qui, pour la clientèle premium, se positionne proche des plus 50. C'est une progression de la notoriété, puisqu'on est deuxième marque citée maintenant en banque digitale donc c'est une belle progression de notoriété et d'expérience client. On a reçu le trophée de la meilleure app bancaire aussi de Moneyvox cette année, donc on est très fiers de ça. Et puis sur les usages clients, moi j'avais fait un petit calcul que je trouvais assez amusant, c'est 20% des paiements de nos clients se font en paiement mobile. C'est toujours un chiffre amusant, je ne sais pas où on est le marché, donc ça peinait, mais je pense que depuis ça a dû décoller aussi. Mais en tout cas, voilà quelques chiffres. Et puis financièrement aussi, c'est une très bonne année 2021. Au-delà de la performance commerciale, c'est une très bonne année sur le volet financier, puisqu'on a un PNB qui est en croissance de plus de 20%, des charges qui se réduisent. Vous savez que Orange Bank, c'est aussi Groupama Bank. Et à ce titre, voilà, on gère aussi un peu une histoire. Et donc, on a le programme de transformation qui continue à progresser. Et puis d'ailleurs, l'année prochaine sera une année assez clé pour cette clientèle ex-Groupama Bank, puisqu'on va en fait renouveler entièrement leurs outils et leur app, etc. Donc ça va faire d'Orange Bank en fait à la fois un acteur tourné vers le monde Orange, mais on va aussi vraiment affirmer cette volonté de servir aussi d'autres cibles au travers de ce qu'on va faire pour la clientèle de Groupama, qui est essentielle également pour nous. Mmh. Olivier, tu as des chiffres à nous donner? Pourquoi tu rigoles? Non, parce que je suis de nature joyeuse, pardon. Ah, bah, tu es adorable. Non, mais écoute, nous, on vient de commencer, donc pas de chiffres de clients, etc. Ce qui est intéressant, bon, on est depuis un an et demi dans 7 pays, on a notre licence, on est en train de faire des arbitrages entre comment on va se lancer dans les nouveaux pays. Est-ce qu'on se lance avec notre propre licence? Est-ce qu'on va plus rapidement peut-être avec un acteur local ou un acteur existant, hein. On travaille avec Trésor et Solaris Bank notamment, donc des choix comme ça. Je rejoins ce que dit Jérémy. Vous allez croire que je suis fan de Jérémy. Alors oui, je suis fan de Jérémy, mais on est très copains par ailleurs, on se connaissait d'avant, il faut préciser, c'est normal. Non, mais en France en tout cas, on a plus de la moitié de nos clients qui optent pour un abonnement payant, parce qu'on a une offre gratuite, hein, donc pour une offre payante, largement plus de la moitié. On voit des choses très différentes sur les pays, donc c'est marrant. Les gens ne payent pas pour les mêmes choses, une relation à l'argent différente, en tout cas pour les pros. Ça, c'est vraiment intéressant. Et oui, évidemment, on a des investissements très lourds, justement, d'abord suite à l'obtention de la licence. Maintenant, il faut assurer derrière. Oui, sur un marché quand même qui est concurrentiel, hein, je te taquine à ton tour, entre guillemets, sur voilà, ce marché, il est certes appétant, gigantesque, mais avec des acteurs qui sont déjà positionnés de longue date ou depuis un certain temps, des valorisations très importantes, donc ils ont du carburant. Est-ce que Finom aura suffisamment de carburant dans les années à venir pour rester au-dessus du lot? Écoute, on le saura vite, hein, je pense, si les investisseurs décident de mettre du carburant et décident que ce qu'on fait est pas mal ou pas, ils vont regarder et ils vont nous dire. Donc je pense qu'on aura tous sur le marché des nouvelles prochainement, de voir si les investisseurs pensent qu'on fait du bon boulot et qu'on a de bonnes perspectives. Donc ça, on va le savoir. Évidemment, il faut du carburant pour y aller. Non, je pense vraiment que c'est non seulement un marché
assez peu pénétré par les néobanques dans le BI. Je dirais, comparaison aux acteurs très traditionnels et on va dire, allez, pour résumer, dans les NPS, ne sont pas très très hauts. Donc, je pense qu'il y a vraiment un marché gigantesque qui est vraiment encore à prendre. Je crois, le marché, simplement, en Europe continentale, n'a pas basculé. Voilà, il n'a pas encore basculé. Donc, même ces acteurs qui ont pris de l'avance et qui sont très, très forts. En France, on peut citer Conto et Shine, par exemple. En plus, évidemment, de nos camarades ici. Il y a encore non seulement beaucoup de place, mais à nouveau, il ne faut pas se regarder le nombril. Il n'y a pas que la France dans la vie. On parle de toute l'Europe continentale et la part des néobanques, elle est négligeable dans le B2B aujourd'hui. Voilà. Mis à part en Europe continentale, mis à part la Pologne, elle est négligeable. Donc c'est un marché qui est encore entièrement à prendre. Et on verra si les investisseurs pensent qu'on a une carte à jouer ou pas. Et alors, quelles sont les bonnes raisons pour une entreprise, une petite entreprise, un freelance ou un entrepreneur d'aller ouvrir son compte chez Finom? Ah oui, il y en a plein, évidemment. D'abord, on est parmi les moins chers, on est très compétitif au niveau de tarification de la part des services, notamment quand on se lance. Donc ça, c'est une chose. En plus de ça, alors on propose du cashback. Il y a très très peu de cashback en Europe dans le B2B. Très très peu. Et puis évidemment, on a une app qui est formidable avec des NPS qui sont pareil au-delà des 50, enfin ça dépend des pays, mais autour des 50 selon les pays, pour l'ensemble de nos utilisateurs. Et évidemment, on est très orienté sur les tout petits, sur les gens qui se lancent. Et quand on se lance et qu'on ne sait pas par où s'y prendre, le fait d'être, je ne vais pas dire accompagné, mais le fait qu'on vous dise, bah voilà, non seulement ouais, c'est super simple à utiliser, c'est pas cher, c'est super, mais en plus de ça, on va vous aider notamment pour des choses que vous n'avez pas encore découvertes, parce que vous n'êtes pas encore lancé. Vous allez voir, vous savez faire votre job, mais vous allez voir que finalement, maintenant, vous allez devoir apprendre à vous faire payer, par exemple. C'est un gros enjeu pour notre clientèle et on a beaucoup travaillé là-dessus. On a, là, après un an, on en avait parlé, mais je t'avais dit, avant d'ailleurs de rejoindre Finom, puisque pour être totalement transparent, j'avais appelé Angelo, disant Angelo, t'en penses quoi puisqu'on se connaissait aussi d'avant. Et l'une des options qu'on a choisies, c'est notamment d'aider les gens à se faire payer plus vite. Voilà. Et aujourd'hui, quelqu'un qui utilise Finom se fait payer à peu près 50% plus rapidement. Et quand on se lance, c'est un facteur rassurant et un facteur vraiment important et déterminant. J'ai pas été payé d'ailleurs suite à l'invitation. C'est vrai, c'est vrai. J'envoie ma facture. L'international, donc c'est quelque chose qui vous caractérise, sauf pour l'instant au max. C'est quoi aussi c'est quoi le moteur pour aller chasser sur d'autres terres avec des réussites et parfois peut-être des surprises ou des revers? Donc Nickel a démarré en Espagne. C'est quoi le résultat et puis les prochaines étapes en termes de pays? La raison fondamentale, en tout cas pour nous, c'est qu'il y a des sous-jacents très forts qui disent dans les marchés, qui disent que notre offre sera très pertinente dans tous ces pays. Donc les deux sous-jacents principaux, c'est que les frais bancaires globalement augmentent dans tous les pays autour du compte et que les agences bancaires ferment dans tous les pays, puisque le modèle de la banque traditionnelle sur le retail est compliqué pour les acteurs traditionnels. Donc notre modèle qui allie le digital et le physique est hyper pertinent. Et donc on a envie de compter, on a envie de jouer, on a envie de pouvoir contribuer à réinventer ce qu'est la banque au quotidien pour tous les citoyens en Europe. Donc ça, c'est le pourquoi on y va. Ensuite, comment ça se passe? C'est des énormes projets, c'est-à-dire que pour Nickel, l'idée de lancer le premier pays, c'était quand même des investissements. On a refait beaucoup d'éléments dans le socle technique, mais aujourd'hui, on a une capacité à lancer des pays qui est beaucoup moins coûteuse et qui est très scalable. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Le deuxième élément, c'est que quand on se lance nous. Donc Jérémy vous parlait du mécanisme de passporting des licences bancaires en Europe. Donc nous, on passeporte sous une certaine façon qui nous permet d'émettre des RIB locaux. Donc en France, vous avez un IBAN FR. En Espagne, vous avez un IBAN ES. Et donc, dans chacun des pays, on veut vraiment construire un acteur local, puisque avec ce RIB local, on va aussi avoir des équipes dans les pays. Là, en Espagne, on a à peu près 35 collaborateurs qui vont décliner la marque, lancer et vraiment être le plus espagnol possible. Et puis, on a des réseaux de distribution. Donc, on a les estancos, donc qui sont les équivalents des Buralice en Espagne, et les loteries qui sont
des services, en tout cas très ancrés dans le quotidien des Espagnols. Donc, on va avoir cette logique-là de localisation très forte pour pouvoir pénétrer justement le marché très largement et être le compte principal d'une grande partie de la population. Donc ça, c'est notre stratégie. Et puis ensuite, les résultats, c'est vrai que pas grand-chose à partager parce qu'on a lancé l'Espagne il y a 1 an et là, on va lancer dans les prochains mois le Portugal et la Belgique, donc on n'a encore pas beaucoup de recul. Mais le premier élément qui nous rassure énormément, c'est que les points de vente sont très friands en fait quand on va les voir, de devenir potentiellement un banquier de proximité. Et l'appétence des points de vente pour nous est un indicateur de la pertinence de notre offre sur le marché. Donc, ce que je vous disais, on a à peu près 800 points de vente en Espagne en 1 an. Donc, ça veut dire qu'on a déjà une couverture du territoire qui est très dense. Et on aura bien plus d'ici la fin de l'année. Et puis, commercialement, ça se passe aussi très bien. Nous, on est très focalisé sur la qualité de l'exécution de ce qu'on fait. Donc, en fait, on voit des progrès tous les mois. On a des courbes qui vont dans le bon sens. Et de plus en plus de clients nous rejoignent. Chez Nickel, le modèle d'acquisition, il est vraiment... il fonctionne par un effet boule de neige, c'est-à-dire que vous avez un bouche à oreille qui va se passer dans les points de vente, plus toute la communication qu'on va faire autour de l'offre, qui fait que plus vous avez de clients, plus vous en aurez, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc voilà, on ne communique pas encore sur un nombre de clients à proprement parler en Espagne, mais les courbes sont très positives, et donc on est très consciencieux, rigoureux. Chaque étape est une étape importante pour nous, et on progresse tous les jours, donc on sait que ça va cartonner. Les prochains pays en ligne de mire, quels sont-ils ? Les prochains pays en ligne de mire sont confidentiels. On a annoncé qu'on serait dans 8 pays d'ici 2024. Donc là, on sera déjà dans 4 très prochainement, là, dans quelques mois. Et on va annoncer, je ne sais plus exactement quand, mais avant la fin du mois, le 5e pays européen dans lequel on se lancera. D'accord. Et à chaque fois, c'est même approche, donc un réseau relais et puis une offre similaire à celle que vous avez sur le marché français ? Ouais, exactement. Sur la stratégie en termes de produits et d'offres, on a vraiment une volonté de lancer très rapidement, si ce n'est à l'ouverture du pays, en tout cas, dans l'année qui suit l'ouverture du pays, une offre qui est quasi ISO à l'offre qu'on a en France, pour pas avoir de sujet de backlog et de se traîner des roadmaps produits par pays qui seraient différentes et qui complexifieraient énormément notre acquisition client, notre accélération et notre lancement de pays et notre lancement d'offres. Rappelle-nous les offres au catalogue de Nickel à date. Donc, on a une offre standard, c'est l'offre que vous pouvez avoir directement chez le buraliste. En 5 minutes, vous partez avec une carte. Ensuite, on a une offre My Nickel pour ceux qui veulent choisir leur carte avec leur nom dessus, parce que comme l'autre est instantané, forcément, votre nom n'est pas embossé et pas imprimé sur la carte. Donc, ça coûte 10 € pour les 3 ans, en plus des 20 € que vous avez payé en cotisation annuelle. Ensuite, on a une offre Nickel Chrome qui est tip top. Tip top, c'est hyper années 80, mais bon, on va se le dire. C'est tip top pour la blague. Donc, on a Nickel Chrome qui est une offre qui coûte 30 € de plus que les 20 € de cotisation annuelle et qui est une offre qui est vraiment faite pour le voyage avec des super assurances, les mêmes qu'une carte premier ou une carte gold et très peu cher sur les frais à l'étranger, donc il n'y a pas de taux, il n'y a pas de marge sur les forex par exemple, donc c'est une offre qui est super pour les voyageurs, donc un peu moins à propos sur les dernières années. Et puis on a lancé une carte métal qui coûte 80 € en plus des 20 €, donc 100 € total, qui est une offre tout compris, vous payez tout, vous n'avez pas d'autres frais que ces 80 €. Les retraits sont tous intégrés en France et à l'étranger, voilà, il n'y a vraiment pas de surprise, c'est plutôt une offre packagée. Et elle est belle et elle fait classe quand vous payez avec. Je tends la main à Hugues là. Hugues, tu as une offre aussi qui s'est étoffée au fil des ans de l'offre gratuite initiale vers des offres payantes. Aujourd'hui, quel est le catalogue ? Alors aujourd'hui, nous, on a une offre freemium qui est extrêmement riche, puisque dans l'offre gratuite, on va même jusqu'à la conciergerie dans l'offre gratuite, donc c'est extrêmement couvrant. Et on a depuis 1 an une offre premium avec 2 niveaux de cartes qui sont donc sur des niveaux d'assurance et d'assistance équivalents à du gold, avec également la conciergerie en plus et du cashback boosté, et où on a une offre premium avec un support plastique et une offre premium métal avec une carte, je crois que c'est la plus lourde du marché. Enfin, c'est vraiment lourd dans le portefeuille.
pour des cotisations mensuelles de 6,99 et 13,99. Et donc ça, on voit effectivement, je rejoins ce que disait Jérémy, il y a une tendance de fond d'une clientèle qui n'est pas contre le fait de payer, mais qui veut savoir ce qu'elle paye. Et ce besoin de transparence est important. Et on sort dans 2-3 semaines une offre responsable, donc qui elle est vraiment typée sur la prise de conscience des enjeux environnementaux, avec la restitution du bilan carbone, un cashback qui est directement bloqué et adressé à la Fondation Pure Océan. Et ça devient du give back. En fait, on a essayé de s'appuyer sur ce qu'on avait déjà et sur ce qu'on faisait pour en faire quelque chose qui avait du sens pour les clients, pour que, en fait, sans rien faire, ils deviennent contributeurs d'une cause, en tout cas qui nous était chère, qui était la préservation et l'impact sur les océans. Donc, en plus, on proposera des offres dédiées sur de l'assurance vie type ISR. Donc, on a une logique d'enrichissement de gamme avec des modèles payants qui sont transparents et à valeur. Donc, dans 3 semaines, on aura 3 offres payantes et une offre gratuite. C'est une stratégie similaire côté N26, tant sur l'étoffement de la gamme que sur le déploiement à l'international, Jérémy? Effectivement. D'ailleurs, je comprends mieux maintenant pourquoi j'ai rencontré le président de Nickel dans un train qui venait d'un autre pays qui n'était pas encore annoncé. Donc maintenant, je comprends que il y a d'autres pays dans le tuyau. Donc en ce qui nous concerne, de toute façon, en fait, l'international, ça faisait partie de l'ADN d'N26. Moi, quand j'ai rejoint N26 il y a 5 ans, c'était une start-up avec une centaine d'employés. Il y avait déjà peut-être 40 ou 50 nationalités. Tout était déjà construit pour être internationalisé. C'est-à-dire que les échanges étaient en anglais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand vous remontez dans les emails d'il y a 5 ou 6 ans, en fait, tout est déjà documenté en anglais pour être internationalisé. Donc ça, c'est déjà... vous vous rendez compte que dans l'ADN, en fait, structurellement, c'était pensé pour ça. Et c'est d'ailleurs une des raisons d'être N26, parce que la réglementation a changé. Grâce au passporting, on savait qu'on allait pouvoir se développer dans l'ensemble des pays. Donc, ça a été structuré fondamentalement, en fait, pour être internationalisé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en Europe, ça a été plutôt un succès. C'est clairement la première chose qu'on a fait. Après, on a voulu ne pas s'arrêter à l'Europe, donc on a continué à se développer. Il y a eu le sujet de l'Angleterre et du Brexit, ça, pour la peine, malencontreusement, on avait plutôt misé contre le Brexit. Mais par contre, au moins, on a été les premiers à dire, écoutez, vu les contraintes réglementaires, ça ne sert à rien de reconstruire une banque, c'est juste simplement pour l'Angleterre. Donc ça, c'était un des sujets où... il a fallu apprendre et avancer. On s'est lancé aux États-Unis où on a eu plusieurs centaines de milliers de clients. Donc ça a plutôt bien marché, mais on a atteint aussi un niveau où, et de toute façon, on a parlé dans la presse, où il a fallu vraiment se poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, vu notre niveau de développement aussi, et quand on arrive à ces tailles-là, on n'a pas les ressources, malheureusement, pour être capable, en termes de personnes, parce que c'est des vrais sujets de recrutement, même pas financièrement, mais de pas justement avoir trop de projets, parce que ça engage beaucoup de ressources et beaucoup d'équipes. Donc ça, on a fait le choix pour le moment de se retirer des États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y retourner. Ça veut simplement dire qu'on sait que si on veut vraiment devenir vraiment successful et continuer à accélérer notre croissance, on sait que d'abord, il faut vraiment continuer à se développer en Europe. On commence à être déjà dans les premiers sur pas mal de marchés en Europe et on va continuer à le faire. Aujourd'hui, si on veut devenir encore plus un acteur majeur, on sait qu'il y a l'Europe. Mais ça ne nous empêche pas aussi de continuer à regarder et surtout, dans notre ADN, d'essayer les choses de façon différente. Typiquement, là, aujourd'hui, comme je vous le disais, on est en train de se lancer au Brésil. C'est un projet qui a déjà plus de 3 ans, où il y a vraiment des équipes, il y a plus de 50 ou 60 personnes sur place. Mais le projet était monté structurellement complètement différemment, par exemple, des États-Unis. Ils sont beaucoup plus indépendants, avec beaucoup plus de ressources locales. Donc, typiquement, notre ADN, c'est aussi de continuer à essayer des nouveaux modes de développement. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc aussi, on continue à se développer là-dessus. Donc ça, c'est la partie de développement international. Après, mécaniquement, oui, la partie développement produit est assez clé. Je pense qu'on en a parlé aussi un petit peu dans la presse. Il y a les cryptos qui arrivent, qui sont en train de devenir un vrai sujet. Donc là aussi, on commence à s'y intéresser et il y a des choses qui vont arriver.
Le paiement fractionné, c'est des choses qu'on a lancées en Allemagne. C'est des choses aussi qui arriveront assez rapidement sur pas mal de marchés. Donc, on a vraiment cette envie de continuer à développer notre offre. Et de toute façon, qu'il y ait une attente aussi de nos clients. Et en parallèle, pour rejoindre aussi ce que disait Marie, il y a aussi un besoin de localisation. Et ça, c'est un peu tout le change qu'on a tous d'ailleurs différemment. C'est comment est-ce qu'on trouve le juste milieu en termes de localisation. Je peux vous assurer que ça fait 5 ans que j'explique à mes collègues allemands ce que c'est qu'un livret A. Donc, c'est des vrais sujets aussi où en France, on ne connaît pas les produits internationaux, mais c'est pareil un petit peu sur tous les pays. Donc, comment est-ce qu'on est capable d'apporter à la fois d'un côté des produits et des fonctionnalités qui sont internationales, comme on l'a avec les espaces, mais à côté de ça, garder la bonne bande passante pour être capable d'adresser aussi des sujets un petit peu plus locaux, comme ça peut être pour de l'épargne ou pour des RIB, comme le disait Marie. Donc ça, c'est des sujets qui sont assez complexes. La différence, c'est que nous, on a d'abord une approche global first, et après on localise, versus d'autres acteurs qui sont souvent locales et qui ensuite se développent au fur et à mesure. C'est plus simple d'avoir une approche global first, même si on a le sentiment que ça soit un petit peu plus difficile sur le marché. Au final, c'est plus optimal pour l'entreprise. Stéphane, sur le développement en Espagne, que pourrais-tu nous dire de plus, s'il te plaît? Développement en Espagne, donc l'idée c'est qu'on puisse développer un certain nombre d'offres et de produits qu'on a développés en France sur le marché espagnol. On a aussi un autre projet qui va être phare pour 2022 pour Orange Bank, c'est le partenariat qu'on a noué avec United pour pouvoir, j'allais dire, accélérer sur le sujet du crédit. Très présent déjà, et donc l'idée c'est de pouvoir ouvrir notre crédit conso un portefeuille de clients plus large, notamment sur les cibles de clientèle Orange. Et puis peut-être donc développer toutes les offres premium qui sont disponibles en France, qui ne sont pas encore disponibles en Espagne. On va travailler aussi à faire converger davantage nos offres après ce lancement en Espagne. Et puis, on aura aussi à un moment donné le sujet de décliner l'offre Anytime sur le marché espagnol. Il n'y a pas de date arrêtée sur ce sujet. Voilà. Et puis, sur les autres marchés, notre stratégie, c'est de se déployer là où le telco est présent. Et aujourd'hui, le telco en Europe, il est présent en Pologne, en Roumanie, en Belgique, en Slovaquie. Parmi ces pays, il y a eu déjà des avancées sur les services financiers en Roumanie. Donc, c'est sans doute qu'on ira aussi pour aller dans cette logique de convergence et d'avoir un modèle unique décliné dans d'autres géographies. Pour revenir sur le B2B, Olivier, j'ai regardé effectivement de nouveau sur un certain nombre de sites de tes concurrents et confrères toute la palette de services. Elle ne cesse de s'étoffer jusqu'au crédit, aux besoins de trésorerie, jusqu'aux outils de facturation et de comptabilité, jusqu'à l'encaissement de proximité, l'encaissement en e-commerce, et la liste n'est pas complète. Bien sûr. Est-ce que c'est aussi dans l'ADN et dans la stratégie de Finom d'agréger cette panoplie de services? Oui, de toute façon, alors après, il y a des arbitrages à faire, c'est-à-dire par rapport à de base, dans ce business, pour vraiment réussir, il faut être présent dans de nombreux pays. Voilà, pour dire simplement. Et donc, comment est-ce que tu vas le plus rapidement possible dans le plus de pays possible, tout en maintenant la croissance dans chacun des pays dans lesquels tu es déjà lancé. Donc, dans les pays dans lesquels on est lancé, on est content des courbes actuelles. Pour continuer de grandir, il faut offrir plus de fonctionnalités, que ce soit de nouveaux services, des améliorations, plein de choses. Et quel est le minimum qu'il faut fournir dans les pays localement pour garder sa croissance versus mettre des ressources dans ouvrir de nouveaux pays. Donc, ce sont les équations complexes parce que c'est même plus une question d'argent, c'est une question de ressources humaines. Recruter suffisamment qualitativement dans autant de pays à cette vitesse, c'est un vrai défi.
Maintenant, oui, complètement. Offrir de nouveaux services complètement, c'est aussi comment les offrir. Et moi, ce que je veux éviter, c'est de dire qu'on a plein de choses pour dire qu'on a plein de choses. Et l'exemple que j'aime bien reprendre, c'est celui du navigateur Internet. Hein. Tu as des centaines de milliers d'add-ons pour ton navigateur Internet. Tu en utilises 2 ou 3 max que tu installes. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas déjà intégré dans l'outil, tu ne vas pas aller chercher. Si tu ne vas pas chercher, c'est dont tu ne sais pas que tu as besoin. Et le jour où tu en as vraiment besoin, tu vas rechercher en ligne et tu vas trouver le meilleur en ligne plutôt que de prendre ce qui est dans ton App Store local. Voilà, en gros, pour schématiser. Donc, comment est-ce qu'en plus, non seulement tu choisis les bonnes fonctionnalités, les bons partenaires, est-ce que tu développes, est-ce que tu prends le partenaire, mais comment est-ce qu'en plus tu l'intègres de façon à ce que la personne voit qu'elle en a besoin et qu'elle utilise le tien. Donc, moi, j'adore cette complexité, c'est super intéressant. Donc, la réponse est oui. Comment je ne sais pas encore. D'accord. Et au fil des ans, vous avez sans doute aussi conscience, l'un ou l'autre, que les offres tendent à se ressembler entre les offres gratuites, les offres premium, le cashback, le métal, les assurances complémentaires, le paiement mobile, bien entendu. Bon, cette quête de différenciation, c'est un enjeu permanent dont vous pensez sortir de quelle façon, en particulier sur les offres B2C. J'ai eu un problème. Puis à ce moment-là, excuse-moi, tu peux redire la question à la fin, excuse-moi. Bien sûr, bien sûr. Non, je disais qu'au fil des ans, les offres ne cessent de se ressembler. Beaucoup de monde a des offres gratuites, puis des offres premium, plus d'assurance, plus d'assistance, de la conciergerie, de la carte métal, du paiement mobile. Bon, ça se ressemble à quelques euros ou dixièmes d'euros près. Ça se termine souvent par 99 pour ne pas aller à l'euro supplémentaire. Bon, la différenciation, finalement, elle va se faire de quelle façon? Oui. En fait, je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a quand même des grands mouvements de copycat. Bon, là, on voit beaucoup la crypto, c'est le nouveau sujet. Je trouve qu'il y a beaucoup de sujets où l'innovation converge. Quand tu regardes d'un point de vue macro, en tout cas, tu peux voir ça. Tu peux aussi voir qu'il y a des innovations qui sont portées que par certains. Par exemple, nous, on est la seule néobanque à avoir dans notre application un service d'envoi d'espèces à l'étranger. Donc, on a fait un partenariat avec RIA et une fintech qui s'appelle Bonisnap. Et donc, depuis ton app, tu peux envoyer de l'espèce dans tous les pays du monde. Et donc, ça, c'est pas un service qui est dans beaucoup de néobanques. Une autre chose qu'on a fait et qu'on est la seule à avoir fait, c'est possible pour nos clients d'encaisser des chèques. Alors, les chèques, on va dire, c'est pas trop une innovation, en fait, mais au contraire, moi, je pense que c'est une vraie innovation en tant que néobanque que de le faire. C'est-à-dire que de se rendre compte que c'est encore un moyen de paiement. Et si on a la vocation de vouloir être un partenaire du quotidien de nos clients, il n'y a pas une situation dans laquelle ils ne pourraient pas se retrouver, ils devraient se retrouver bloqués parce que leur néobanque ne peut pas offrir le service. Donc, en fait, je pense qu'il y a des innovations, différenciantes, mais il y a aussi des grandes tendances de marché qui peut-être cachent ces innovations un peu plus précises qui viennent, en tout cas pour Nickel, servir le quotidien de nos clients. Oui, parce que si l'on regarde par exemple la Revolut, qu'on compare de temps à autre à N26, c'est vrai qu'ils n'ont pas cessé de se développer à l'international et d'ajouter plusieurs cordes à leur arc, et notamment sur la partie trading. Lydia, d'ailleurs, est un des derniers en France à étoffer son offre. Vivid Money également le propose depuis quelque temps. Est-ce que, notamment chez N26, ça n'a pas été une corde manquante pour justement compenser des pertes de chiffre d'affaires dues au manque de voyages? Alors, non, ça n'a pas été une corde manquante parce que, et je pense que c'est intéressant, si on revient juste un petit peu en arrière, le constat il est clair, il y a une convergence de certains niveaux d'offres. Il suffit de regarder qui a lancé la carte métal en premier. Donc, ça, nous, on est plutôt assez content de cette chose-là parce que finalement, c'est ceux qui innovent qui tirent le marché. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose et ça profite aux clients. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont arriver et ça, là-dessus, c'est plutôt une bonne chose. Après, sur le trading en particulier, non, c'est pas quelque chose qui nous a manqué parce qu'on était déjà très occupés, on avait pas mal d'offres qu'on a continué et qu'on a fait beaucoup évoluer. Typiquement, on a lancé N26 Smart
pendant le confinement, hein, donc où on a retiré certaines, on a créé vraiment un nouveau segment où on a toutes les fonctionnalités, mais sans avoir nécessairement toutes les assurances. Donc, on a vraiment aussi continué à développer notre offre. Après, bien sûr, il y a des choses qui arrivent. Hein. J'ai déjà parlé de crypto, il y a d'autres choses qui vont arriver. Donc, à la fin des fins, oui, il va y avoir quelques acteurs qui auront une grande panoplie de produits. Mais après, je pense qu'il faut ça, c'est la partie visible de l'iceberg pour le client. Après, il ne faut pas oublier aussi tous les efforts en infrastructure qu'on a derrière et qui ne sont pas nécessairement visibles. Nous, il y a beaucoup de choses. On a le choix vraiment d'N26, il est fondamental, c'est d'investir au maximum sur l'infrastructure pour miser sur le futur. Donc ça, c'est des choses qui sont assez claires pour nous et c'est pour ça qu'on a été une banque depuis 2016. Hein. Donc on a vraiment, nous, les comptes chez nous sur notre propre plateforme depuis plus de 5 ans. Et ça, c'est des choses qui nous permettent d'innover. Je prends un exemple très concret. Le fait d'être notre propre banque, d'avoir nos propres systèmes, ça nous a permis de lancer les espaces. Donc, c'est des sous-comptes qui sont réellement des vrais comptes en banque. Donc, avec toute l'infrastructure qui va derrière, on est capable de créer des comptes, le client lui-même, en une fraction de seconde et de l'utiliser comme une plateforme d'innovation. Donc, typiquement, on est capable d'utiliser les arrondis, de mettre de l'épargne automatique tous les mois, de partager avec d'autres comptes, d'ajouter des RIB sur ces sous-comptes. Donc, il y a vraiment toute une mécanique d'innovation qui ne se voit pas nécessairement du client, en tout cas facilement, mais sur laquelle on investit beaucoup. Et c'est là où, de toute façon, il y aura une vraie différenciation d'un point de vue marque et client, où oui, mécaniquement, si vous n'êtes pas capable de vous différencier, ça va être difficile. Donc, je pense que typiquement, le choix de Nickel il est plutôt bon dans ce sens-là, où ils sont capables de se différencier par rapport à l'ensemble des néobanques. Et justement, typiquement, le chèque, je suis presque jaloux et je l'ai dit publiquement là-dessus. Mais la vraie clé, ça va être l'innovation et il y a de la place possible. On a une vision de la banque qui est la banque traditionnelle. Donc, on s'est toujours posé la question de ce qui existe. De la vraie mentalité d'une boîte tech, et il n'y a qu'à voir un petit peu tout le foisonnement actuel, c'est aussi d'inventer des nouveaux services, aussi d'inventer des nouvelles fonctionnalités et d'innover. Et là-dessus, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de le faire parce qu'on l'a déjà fait. Donc, au contraire, c'est plutôt une vraie poche de croissance. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant d'investissements. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et on a une industrie qui n'a pas bougé depuis 20 ou 30 ou 40 ans d'ailleurs. Donc, je pense que là, je suis assez optimiste sur cette partie-là. Les banques en ligne s'en sont pas trop mal sorties quand même ces derniers temps, si j'en crois les chiffres des Hello Bank, Boursorama ou Fortuneo. Et je crois que ces 2 dernières années, ils ont particulièrement cartonné, si vous me passez l'expression, sur les aspects boursiers. Je crois que ça a été des années euphoriques, puisque les gens ont particulièrement boursicoté ces dernières années et ils en ont largement profité. Puis l'encaissement des chèques chez les banques en ligne, ça existe depuis longtemps. Et tu évoquais le BNPL, justement, c'est un marché là aussi particulièrement effervescent avec pléthore de nouveaux acteurs, pléthore d'offres, et puis des gens qui commencent à avoir un positionnement qui pourrait taquiner le jardin des néobanques. Là, Oneplus a été lancé l'année dernière, donc un agrégateur de comptes, une carte, une capacité à fractionner son paiement quel qu'il soit a posteriori. Klarna qui devient une app super app. C'est aussi des gens qui demain viennent corser la concurrence. Et on va même élargir la concurrence. Il suffit de regarder même des acteurs qui font du forex, donc qui envoient qui font du change, qui viennent sur le compte traditionnel. C'est normal d'avoir un point de départ et d'étoffer son offre. On le voit pour tout le monde et ça, c'est une vérité. Après, est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde ? Ça va être un petit peu plus compliqué. On sait quand même que passer par le compte courant, c'est quand même vraiment la clé de voûte et point d'entrée sur ces sujets-là. Après, c'est pas winner takes all. Il y a de la place quand même pour pas mal d'acteurs. Il suffit de regarder en France, on a quoi ? On a plus de 300 banques. En Allemagne, il y en a plus de 1000. Aux États-Unis, il y a plus de 6000. Je ne dirais pas qu'on aura plusieurs centaines de néobanques, mais on a quand même la place pour au moins quelques gros acteurs, au moins en Europe, comme on le voit d'ailleurs sur les différents continents. Donc, il y a de la place. Maintenant, il faut faire partie de cela. Et ça, c'est notre enjeu à tous, d'ailleurs, ici, pour, je pense, les 5 prochaines années.
Justement, à propos d'enjeux 2022, pour vous, la clé ou les clés pour réussir cette année, pour chacun d'entre vous, c'est quoi? Stéphane? Nous, on est une année 2021 qui était vraiment une année excellente d'un point de vue commercial. On est 2022, comme je le disais, qui va avoir deux gros projets que sont d'une part l'un sur le crédit avec United et puis un autre projet qui est donc de refondre notre offre à destination de cette clientèle Groupama. Donc ça, c'est nos deux grands enjeux. Et puis après, on a poursuivre notre croissance et notre développement et puis commencer aussi à préparer l'année d'après. Ça, c'est toujours, voilà, c'est ça ce qui va nous occuper et c'est là où on va avoir nos gros enjeux et puis surtout voir effectivement comment évolue le marché. Sur les sujets d'innovation, peut-être pour rebondir sur les propos d'avant, moi, je pense aussi qu'il y a encore de la marge pour beaucoup d'innovation, parce que je pense que les technologies progressent et à ce titre, elles vont sans doute nous ouvrir de nouveaux horizons. De toute façon, en toute humilité, mais je pense que par exemple, ce que nous, on a pu faire sur l'offre à destination de la famille, en packageant les choses, en donnant des alertes, et en ayant tout dans une seule app, etc. Je pense que c'est quelque chose qui n'existait pas ou pas exactement comme ça. Et à ce titre, je pense que c'était une innovation. Moi, en tant que parent, j'en bénéficie tous les jours. Et hier encore, ça m'a servi à récupérer un de mes enfants qui venait de mettre son numéro de carte sur Internet pour acheter des pions sur Fortnite ou je sais pas quoi. Il n'avait pas compris qu'en fait, c'était pas vraiment gratuit, quoi. Donc, voilà. Donc, je pense que l'innovation a encore quand même pas mal de jours devant soi sur ce sujet de la banque qui effectivement avait assez peu évolué pendant de nombreuses années. Et l'arrivée d'une nouvelle directrice générale chez Orange, ça pourrait éventuellement avoir un effet sur la destinée d'Orange Bank? Pour l'instant, on a plutôt eu des messages rassurants sur ce sujet. Je pense que de toute façon, une nouvelle orientation, il y aura sans doute un nouveau plan stratégique Orange. Je pense que c'est comme ça que ça doit se passer. Et je pense qu'on sera force de proposition pour pouvoir proposer des accélérations, des mouvements. Et donc, on aura, j'espère, l'occasion de se retrouver pour en reparler l'année prochaine ou même avant. Bien sûr, bien sûr. Hugues, tes enjeux 2022? Nous, c'est capitaliser sur le lancement là, de nos nouvelles offres. On en a une autre en plus, en préparation, en plus que celle que j'évoquais pour aller potentiellement adresser un nouveau marché. Donc, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Et je pense que notre enjeu techno, nous, on a une innovation que personne autour de la table n'a, autour de l'agrégation de cartes, qu'un seul autre acteur propose en Europe. Je pense on a beaucoup de choses dans l'escarcelle. Il faut qu'on arrive à davantage les valoriser et créer de la valeur pour le client sur ces bases-là. Ce qui est très paradoxal, je trouve, et c'est, je pense, mon enjeu personnel, en tout cas pour 2022, c'est de tirer un trait entre ce qui est de la course à l'échalote et qui n'apporte pas beaucoup de valeur pour le client et ce qu'il faut vraiment faire pour enrichir le service. C'est un peu schizophrène, mais en tout cas, c'est mon challenge personnel de l'année. Olivier, tes enjeux 2022? Écoute, maintenant, les choix ont été faits, donc on va voir si on a fait les bons, les différents arbitrages, comme je t'ai dit, entre lancer les pays et comment les lancer avec un partenaire, nous-mêmes, et pareil pour les fonctionnalités, est-ce qu'on les développe, est-ce qu'on fait avec un partenaire, comment les intégrer, jusqu'à quel niveau d'intégration. Donc on a déjà fait une grosse partie des choix, on va voir s'ils sont bons, on croise les doigts et maintenant on sue. On transpire, on y va et on bosse dur. Et on va voir si c'était bon. Donc les gros enjeux, c'est ça. Est-ce qu'on s'est trompé dans les pays On va voir.
des objectifs quantitatifs globaux sur fin 2022? Pas sur 2022, sur 2025, le million de clients 2025. Ok, bon, écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Jérémy, tes enjeux 2022? On a pas mal là, on a beaucoup de lancements produits dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc là, c'est plutôt, je ne vais pas dire la fin de pas mal de projets, mais justement, là, ça va être un vrai point d'inflexion à la fois en termes de lancement de produits, de localisation, de nouvelles lignes de produits. Hein. Donc ça, pour nous, c'est des projets qui sont longs parce qu'on reste dans la banque, même si on est rapide, c'est des projets fondamentaux qui sont assez longs. Donc là, on a vraiment pas mal de choses qui arrivent dans les prochains mois, voire semaines. Le deuxième, et qui va être lié à ça aussi, c'est continuer à accélérer notre croissance. Aujourd'hui, on a plus de 2 Français sur 3 qui ne connaissent pas N26, qui n'a jamais entendu parler de néobanque. Donc là, notre sujet, c'est de continuer à accélérer encore plus pour cette année. Et c'est déjà pas mal. Hein. Regarde, même pendant les vacances, on travaille. Donc là-dessus, mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, on a aussi la vraie équipe en France pour le faire. Ça nous a pris pas mal de temps, même pour onboarder les gens pendant le Covid. Mais maintenant, on sait qu'on est bien positionné pour accélérer encore plus une affaire qui fonctionne en France. Donc, crypto, on coche la case et BNPL également. On a bien entendu. Et une question complémentaire. Vous êtes en train de courir, de foncer, mais il y a quand même quelqu'un qui, malheureusement, vous tient un petit peu ou vous ralentit, qui est la BaFin, puisque je crois que vous ne pouvez pas dépasser 50 000 clients. Oui. C'est ça? Oui, d'ailleurs, c'est très compliqué de ralentir. C'est plus compliqué que ça en a l'air parce qu'on attire beaucoup de clients grâce au bouche à oreille. Donc, notre sujet, ça a été littéralement aussi et on l'a pris plutôt comme une bonne chose aussi parce que ça nous a permis de faire beaucoup de tests, de travailler sur des choses de fond parce que on a beaucoup entendu parler de courses dans tous nos échanges avec Olivier, Marie. Donc, toutes les personnes ici, on passe notre temps à courir et tous les jours. Et justement, en tant que manager et leader, pouvoir se dire cette fois-ci, j'ai pas de sujet d'objectif, mais d'infrastructure, de sujet de fond et de faire l'important. C'est littéralement une chance qu'on a et on travaille beaucoup là-dessus. Donc, au contraire, mais ralentir, ça a été beaucoup plus simple, beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. Il faut inventer le slow banking, ce qui pourrait être, pourquoi pas, la banque de demain. Marie, quels sont les enjeux 2022 pour Nickel? Les enjeux, je dirais que c'est d'abord l'international, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on se développe, on est sur la bonne tendance, mais qu'on se développe fortement en Espagne. L'Espagne, hein, on a le temps de construire le socle technique, ça nous a pris 2 ans pour le lancer, et là, ça fait 1 an qu'on y est, donc il faut vraiment qu'on ait les résultats commerciaux qui soient là à la fin de l'année. Ça sera le cas, mais ça demandera beaucoup de travail. Et puis là, qu'on réussisse le lancement du Portugal et de la Belgique, c'est-à-dire qu'on a lancé 2 pays en 1 an, donc c'est aller 4 fois plus vite que pour l'Espagne. C'est montrer que on a vraiment scalé et qu'on a été capable d'industrialiser les ouvertures de pays, alors qu'elles sont et qu'on a une offre très localisée. Donc, ça veut dire réussir ça. Et puis ensuite, en termes d'offres, il y aura des sujets il y a des sujets sur lesquels on travaille, notamment par exemple le mobile banking, qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Enfin, il y a des sujets assez structurants qui vont venir étoffer notre offre, toujours autour du paiement, donc qui sont structurants et nos équipes y travaillent fortement. Super. Eh bien, écoutez, je crois que nous sommes arrivés au terme ou proche du terme de cette session. En tout cas, je vous remercie à nouveau chaleureusement. Merci aux participants, bien entendu. J'ai vu des échanges en one-to-one dans la rubrique questions et vous avez bien fait. Et je crois que vous avez répondu aux questions qui étaient posées. Bon, l'épopée des néobanques est loin de se terminer, on s'en réjouit. Ça nous oblige d'ailleurs à prévoir la saison 6 en novembre prochain, mais donc on n'arrête pas. On ne peut pas ralentir dans ce métier. Je vous laisse éventuellement un mot de la fin si vous voulez ajouter un propos quelconque avant que nous clôturions et remercions aussi tous les participants qui ont été fidèles à ce rendez-vous.
libre à vous pour clôturer si cela vous dit. Télécharger Merci à tous. Pardon ? Télécharger N26 et ouvrir un compte. En tout cas, on a un choix tout à fait intéressant avec des offres effectivement très, très riches et qui vont le devenir. Donc, on l'a bien noté de plus en plus dans les années à venir. Et on suivra bien sûr ces diverses actualités, soit des levées de fonds, soit pourquoi pas des introductions en bourse ou des rachats, des développements dans d'autres pays ou des rapatriements selon le cas. Hein. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. En tout cas, bon vent à tous. Merci à nouveau à chacun d'entre vous. Bonnes vacances, Jérémy. On ne dira pas où tu es en ce moment, mais en tout cas, ton teint va être différent à ton retour. Je vous salue tous et je vous dis à bientôt et merci à nouveau. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.